Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de vinyles, aussi nommés micro-sillons, et des différentes vitesses de lecture et de l'impact sur la qualité sonore. Et enfin, de ce disque de Sidney Bechet qui ne devrait pas exister. Aujourd'hui, les platines proposent généralement deux vitesses de rotation pour nos disques, 45 tours par minute et 33 tours par minute, plus exactement 33 tours 1/3. Mais il y en a d'autres que je vais vous présenter. Devant moi, vous voyez cet électrophone à lampe de la marque Tepaz, modèle 336 micro. Il date du début des années 60. Il peut lire tous les formats de disques existants. Mais de par la conception de la cellule mono de type céramique, la restitution sonore ne sera pas de haute qualité et les disques vont s'user rapidement. Il est livré avec un disque au format 7 pouces. Ce n'est pas un 45 tours comme vous pouvez s'y attendre, c'est bien un 33 tours. Cela permet d'y placer une durée d'enregistrement plus longue. J'ai digitalisé le contenu de ce disque publicitaire et je place un lien dans la description afin que vous puissiez l'écouter. C'est un disque promotionnel pour la marque Tepaz. Cet électrophone est totalement manuel. On doit poser la pointe de lecture en saphir sur le bord du disque et le retirer à la fin de l'écoute. C'est une technique qui fait la qualité exceptionnelle des électrophones Tepaz et c'est cette même technique qu'il a mise au service. L'amplification qui alimente les haut-parleurs du couvercle est gérée par des lampes qui ont besoin d'un petit temps de chauffe. Ce Tepaz propose les vitesses de rotation suivantes. 78 tours, j'en parlerai quand même, mais ce n'est pas du micro-sillon. 45 tours, 33 tours 1/3, et enfin 16 tours 2/3. Cette vitesse était la dernière évolution du disque vinyle micro-sillon. Le 33 tours que l'on connaît est présenté en juin 48, et le 16 tours est apparu en 1957. Nous verrons à quel usage il était destiné. Pour information, les disques stéréo ne sont apparus que l'année suivante, en 1958. J'ai un seul disque en 16 tours, ce Sidney Bechet de 10 pouces de 1957. Justement, il est étonnant qu'un tel disque existe. Nous allons voir pourquoi. Mais avant, voyons quelques considérations générales. Voyons tout d'abord les disques 78 tours. Les disques modernes sont dits micro-sillons, car la taille de leur sillon est bien plus petite que celle des sillons de 70 tours. Les 78 tours sont en lac gomme, épais et lourd, environ 250 grammes. Ils cassent comme du verre. Les 78 tours sont lus avec une pointe en métal qu'il faut changer très souvent. La vibration de cette pointe est transmise à un diaphragme qui va produire le son audible. Ce son peut être encore amplifié ou canalisé par un imposant pavillon ou une caisse de résonance. C'est donc une lecture totalement mécanique. Pour arriver à produire un son à partir d'un disque, le sillon doit contenir la trace des vibrations à émettre, donc être suffisamment large et tourner assez vite. Par rapport au micro-sillon moderne, c'est une technique assez grossière. On peut lire des 78 tours sur des électrophones, mais il faut une pointe de lecture adaptée, je vais y revenir. J'avais des caisses de 78 tours que j'ai données à des amateurs équipés pour en profiter. Je vous montre ici quelques exemplaires que j'ai conservés. Par exemple ici, un Tino Rossi de 1939. Yves Montand, 1945. Bing Crosby, 1949. Le titre c'est Riders in the Sky. Ma petite folie de Lynn Renault, 1952. Annie Cordy, 1953. Un Luis Mariano, 1955. Un autre Luis Mariano. Et encore ici, un Sidney Bechet de 1958. Quand on dit 78 tours, c'est un terme large pour désigner les anciens disques en gomme laque. C'est vrai qu'il faut les lire à une vitesse de rotation proche de 78 tours par minute. Mais comme cela n'était pas vraiment standardisé dans les premières années, la vitesse pouvait être un peu différente. Elle était notée sur l'étiquette centrale du disque. Comme les sillons des 78 tours sont différents et plus larges que ceux des micro-sillons, on ne peut pas les lire avec une pointe de lecture moderne qui ne ferait que racler le fond du sillon.
Sur les électrophones qui sont arrivés ensuite, comme sur ce Topaz, les constructeurs ont introduit une cellule réversible avec un côté pour lire les 78 tours et un côté avec saphir pour lire les micro-sillons. Il suffisait de tourner la tête de lecture du côté adéquat. Les contacts de chaque côté de la tête de lecture servent d'axe de rotation et permettent de changer le côté de lecture. Même chose sur cette tête de lecture de chez Soneclair des années 50. Les cellules céramiques utilisées ne sont pas très sensibles et imposent un poids important sur le saphir. On a ici des bras sans contrepoids et tout cela use prématurément les disques. Souvenez-vous, à l'époque, lorsque le disque commençait à sauter parce qu'il était voilé ou usé ou que la pointe de lecture était en fin de vie, on ajoutait une pièce de monnaie sur le bout du bras pour l'alourdir encore plus et ainsi forcer la pointe à suivre le sillon. Cette technique de passage en force finissait de détruire le saphir et le disque. Je vais laisser les 78 tours dans mon tableau comparatif des disques que vous verrez ensuite, mais ils sont totalement hors course en ce qui concerne la qualité de restitution du signal sonore. Le sillon des disques en vinyle de nos micro-sillons ont été réduits en largeur grâce à une technique d'encodage à la norme RIAA. Si l'on gravait les basses fréquences telles que dans le sillon, les vibrations seraient trop importantes et la pointe de lecture finirait par sauter sur le disque. La norme RIAA impose de réduire les ondulations à graver en rehaussant les fréquences graves afin d'avoir un sillon plus linéaire et somme toute moins stressant à lire pour la pointe de lecture. Pour les fréquences élevées, même chose, on les baisse en fréquence pour faciliter la glisse de la pointe de lecture dans le sillon. Si vous écoutez le signal issu de votre platine vinyle équipée d'une cellule magnétique sur une entrée quelconque de votre amplificateur, vous trouverez que le son est très faible et très distordu. Faible, car le courant induit par les vibrations de la pointe de lecture sont infimes, et distordu à cause du codage RIAA. C'est pour cela que les amplificateurs proposent une connectique dédiée à la platine vinyle, c'est l'entrée phono. De plus, une mise à la masse est requise entre la platine et l'amplificateur. Derrière cette entrée, il y a un circuit RIAA qui va replacer les fréquences graves et aiguës à leur bon niveau et qui va aussi préamplifier le signal. En effet, les vibrations de la pointe de lecture sont très faibles et le signal qui arrive de la platine se mesure en millivolts. Il faut le préamplifier pour qu'il arrive au même niveau de voltage que les autres sources de votre chaîne hi-fi, de l'ordre du volt. Certaines platines modernes sont déjà amplifiées et peuvent donc être branchées sur un amplificateur dépourvu d'entrée phono. Pour les anciennes platines équipées d'une cellule céramique, une entrée ligne suffit, car elles ont un meilleur rendement que les cellules magnétiques modernes. Le décollage RIAA n'est pas nécessaire, car leur courbe de réponse donne le même effet. Je n'en suis pas convaincu, mais de toute façon, on utilise surtout de nos jours des cellules magnétiques. Revenons à nos disques micro-sillons. On va faire un peu de maths, ne vous inquiétez pas, c'est sans douleur. J'ai préparé ce petit tableau avec les colonnes suivantes. La vitesse de rotation du disque en tours par minute, le diamètre du disque en pouces, le rayon en centimètres, le périmètre que cela donne en centimètres, le nombre de secondes requises pour faire un tour à cette vitesse, et enfin, la distance en centimètres lue par la pointe de lecture en 1 seconde. On voit par exemple sur la première ligne que, au démarrage d'à 78 tours, la pointe de lecture parcourt plus d'1 mètre par seconde. Pour un album en 33 tours, un 12 pouces, c'est un peu plus de 50 cm. Sur le tableau du bas, c'est la même chose, mais lorsque la pointe de lecture est en fin du disque, à environ 6 cm du centre. Dès lors, la distance parcourue sur un tour est plus faible qu'en périphérie. En fin de lecture, notre 78 tours tombe à 49 cm par seconde, et notre 33 tours tombe à presque 21 cm par seconde. C'est là un des problèmes des disques vinyles. La vitesse de rotation est constante, mais le sillon étant une spirale, la distance parcourue en un tour diminue au fur et à mesure que l'on s'approche du centre. Ce qui veut dire qu'au fil de la lecture, il y a de moins en moins d'informations qui passent sous la pointe de lecture et la qualité sonore décroît. En fait, ce sont les fréquences élevées, les aigus, qui vont pâtir de ce ralentissement progressif. En 16 tours, cela ne défile vraiment pas vite au centre. J'ai réuni les informations de distance parcourue par seconde sur ce graphique. En bleu, on voit que le maxi 45 tours démarre avec une lecture à 72 cm/s. La quantité d'informations à la seconde est importante, la qualité sonore est la meilleure possible. Il se termine à la vitesse de 28 cm/s.
Un 33 tours de 12 pouces démarre à 53 cm/s pour se finir à 21 cm/s. Il y a donc toute une plage de qualité commune avec le Maxi 45 tours. Par contre, il finit à une qualité d'écoute inférieure. Le Maxi 45 tours est sur ses premiers 50% de qualité supérieure, mais ce dernier dure forcément moins longtemps. Notre petit 33 tours de promotion Tepaz en 7 pouces est ici en rose. La qualité de début équivaut à celle d'un 33 tours dans son dernier tiers. C'est normal, c'est un mini 33 tours. Cette présentation montre qu'en fait, pour nos vinyles en 33 tours, la qualité en fin de lecture est moyenne. Bon, à 20 cm par seconde, il y a encore pas mal d'informations, mais c'est plus de 2 fois moins qu'au début. Lors du choix des titres à placer sur une face, il faut que le producteur privilégie les morceaux à forte dynamique en début de la face, pour un meilleur rendu, et les morceaux les plus sobres en fin de face. À titre d'exemple extrême, il existe un disque qui se lie du centre vers le bord, car l'œuvre enregistrée, le Boléro de Ravel, monte graduellement en puissance et va crescendo. C'était donc mieux de graver cette œuvre de telle sorte qu'elle finisse sur le bord extérieur du disque. Je place un lien dans la description ci-dessous. J'ai estimé grosso modo la fréquence maximale de la bande passante des différents types de micro-sillons en début de lecture et en fin de lecture. Je ne tiens pas compte de la correction RIAA, mais cela donne une bonne idée. Il n'y a pas de limite dans les graves, c'est la gravure des fréquences élevées qui pose problème. Le Maxi 45 tours démarrerait à plus de 28 kHz, ce qui est excellent, pour terminer dans les 11 kHz. Ici, cela écorne déjà sévèrement les aigus. Un album en 33 tours irait de 21 kHz, plus que correct au départ, et finirait vers 8 kHz, ce qui n'est pas terrible. Il est clairement impossible de graver une fréquence de plus de 10 kHz sur la fin des disques vinyles. Je vous rappelle que l'oreille humaine en pleine forme plafonne théoriquement à 20 kHz, mais je pense qu'en moyenne, on doit être selon l'âge entre 12 et 16 kHz. En comparaison avec un CD, ce dernier restitue une fréquence maximale de 22 kHz, et ce, sans dégradation au fil de la lecture. Pour enfoncer le clou, le CD a une dynamique de 96 dB, alors que le vinyle plafonne entre 50 et 60 dB. Venons-en à notre disque en 16 tours, c'est un 10 pouces. On démarre donc à 22 cm/s, soit comme si on était presque en fin d'un 33 tours. Et on termine à 10 cm/s, ce qui est très peu, et il est impossible dans ce cas d'avoir une bonne qualité sonore. Un 16 tours de 10 pouces irait, d'après mes calculs, de 9 kHz sur le bord extérieur à 4 kHz sur la fin, ce qui est définitivement mauvais. Alors pourquoi avoir produit des 16 tours puisque c'est mauvais? Ces disques jouent sur un autre tableau. Comme la rotation est lente, la durée est par contre très importante. Ces disques ont été produits après-guerre pour enregistrer des lectures d'œuvres littéraires. C'était en quelque sorte les audiobooks de l'époque. Pratique pour les aveugles et autres mutilés de guerre ne pouvant plus lire. On pouvait aussi y enregistrer des pièces de théâtre. Il y avait suffisamment de place pour ça. Les étiquettes de ces disques pouvaient être surnotées en braille. Dans le cas d'une voix humaine, la gamme de fréquences est peu étendue, de 300 Hz à un peu plus de 1000 Hz. Donc, sur un disque tournant à 16 tours de tir par minute, le rendu était tout à fait correct. Et le type d'enregistrement, des lectures, des pièces de théâtre, ne nécessitait pas un rendu de qualité audiophile. Les 4 kHz en fin de lecture étaient donc encore tout à fait suffisants. Je reviens à mon disque de 10 pouces en 16 tours qui contient 10 morceaux par face de musique de Sidney Bechet. Il y a environ 1 heure d'écoute. On parle bien de musique cette fois-ci, et enregistrer un tel artiste sur un disque en 16 tours, comment dire, cela ne me semble pas du tout approprié. Voyons voir maintenant la gamme de fréquences du saxo-soprano. Sa note la plus basse est autour de 200 Hz, et sa plus élevée vers 1200 Hz, un peu comme la voix humaine. On pourrait donc dire que cela passe encore correctement sur un disque en 16 tours. Qu'en est-il des autres instruments? Il y a des cuivres, comme des trombones. Là aussi, le message principal se joue dans une gamme limitée de fréquences. Pour les percussions, grosse caisse et caisse claire ne titillent pas les hautes fréquences non plus. Ça fonctionne. Par contre, pour les cymbales, on n'aura que le bas du spectre. Je n'ai parlé ici que des fréquences fondamentales des instruments. Ce sont des harmoniques de rang 1. Pour les harmoniques supérieures, rang 2 et 3, et surtout les suivantes situées dans les plus hautes fréquences, elles seront absentes sur le disque en 16 tours. Il en résulte alors un son assez pauvre, sans dynamique, comme on pourrait l'observer sur un mauvais fichier MP3. On peut donc faire un bilan sur ce disque musical en 16 pouces. Si la volonté de proposer au public un disque musical de longue durée est louable, la forte limitation sur les fréquences restituables vient tout gâcher. Néanmoins,
Si on se place dans le contexte technique de 1957, avant l'apparition de la stéréo en 58, le matériel grand public était également limité dans ses capacités de reproduction du son. On a donc ici un disque à peu près valable pour le pick-up de Monsieur Tout-le-Monde à cette époque. Je ne ferai hélas pas de bilan d'écoute car je ne veux pas abîmer ce disque. Le bras du Tepaz a une grande force d'appui et la restitution sera mauvaise de par la conception de cet électrophone avec sa cellule céramique. Je n'ai pas d'autre platine en 16 tours. Il faudrait que je l'écoute en 33 tours sur une platine plus moderne équipée d'une cellule monophonique tout en le numérisant sur ordinateur. Ensuite, je devrais doubler la durée du fichier audio avec un logiciel adapté afin de pouvoir enfin l'écouter à la bonne vitesse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce sujet et je vous invite à cliquer sur le pouce et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les sujets à venir. Merci et à bientôt.